pays pourri de kermesse flamande. Il y a même des gens qui arriveront à vous fourguer par le téléphone des bandits hygiéniques lavés. Mais moi, je n'ai jamais exploité personne. Et je n'ai jamais tiré un franc dans la poche d'un mec sans lui avoir rendu 3 ou 4 fois sa mise 2 jours après. Et j'espère bien que c'est de ça qu'on va parler ce soir, hein, Dieu. Eh bien justement, Monsieur Van Rossem, c'est cela que nous allons évoquer, vos démêlés avec la justice, la réalité de vos investissements. Non, ma petite crevette pour un super juge d'instruction, quoi. C'est quand même terrible de se faire traiter de ça par un petit baveux de province sans scrupules, ver de terre, saligote. Bon, je crois qu'il vaut mieux lancer le TC. Io sono il re d'Albania. Dagen uit, net ontglipt aan de warme buik van mijn moeder toen ik de wereld aanschouwde. Een neo-feodale façademaatschappij, witgekalte graven, de hypocrisie alom rond. En wat zie ik nu? Een totaal lege zaal, die geen enkel respect meer opbrengt voor de koning van Albanië. Venetië heeft hem verstoren. Trois députés, un sénateur, 4 sièges au Parlement pour le parti Van Rossem. La classe politique est atterrée. Le milliardaire déchu, accusé d'escroquerie, a quitté la prison d'Anvers pour représenter la nation. Dames en heren, de vergadering is geopend. Chers collègues, la séance est ouverte. Ik verzoek de heer Van Rossem, wiens geloofsbrieven gelding verklaard werden op 16 december 1991, de grondwettelijke eed af te leggen. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Van Rossem. Rechtstaande, alstublieft. Vermits dat je bij 21 dagen hebt laten wachten. En de mening... Meneer Van Rossem, dat is geen eedaflegging. Ik verzoek u eed af te leggen. Daarna kunt u uw volle rechten van parlementslid hebben. Daarvoor hebt u geen recht. Dan zweer ik zweer de grondwet na te leven. Dank u, ik feliciteer u. De heer Van Rossem uit tot lid van de Kamer van de volksvertegenwoordigers. Chers collègues, nous n'avons pas d'autre point à notre ordre du jour. La séance est donc levée. Je vous remercie. L'accusé Jean-Pierre Van Rossem est devenu le chevalier blanc de la grande lessive et la Belgique plus que jamais une terre de surréalisme. L'ancien toxico-anarchiste se transforme en donneur de leçons et dénonce les prétendues magouilles des politiciens. Quel est cet homme qui, en quelques mois, a pu séduire des dizaines de milliers d'électeurs? Un prophète, un gourou de la finance ou tout simplement un génial escroc? C'est la Formule 1 qui va propulser Van Rossem à la une des médias. En 1989, Van Rossem sponsorise une écurie de course. À l'époque, les journalistes sportifs sont attirés comme des mouches par cet étrange milliardaire flandrien sorti de nulle part. Il a les dents longues et un look d'enfer. Vous pouvez devenir riche, mais à condition que vous exploitez les autres. Eh bien, moi, j'ai jamais exploité qui que ce soit. J'ai exploité les faiblesses du système capitaliste. Et ça dérange qu'un type comme ça, un jour, vient en Formule 1 et qui dit, ben, voilà, je suis ici, je vais voir ce que je peux faire. On est ici pour faire quoi? Pour faire le show, je ne sais pas. Parce qu'il leur faut une trentaine
de clowns pour faire ce cirque. Ben, on fait partie de ces clowns-là. Son truc pour faire de l'argent, pour multiplier les dollars, c'est le monétron, un système économétrique infaillible pour battre la bourse. C'est grâce au monétron, affirme Van Rossem, qu'il a pu sponsoriser une écurie de course en faisant fructifier de son pilote Bertrand Gachot et en multipliant l'argent des propriétaires de l'écurie. L'équipe a été alimentée parce que ce qu'on avait gagné en bourse, de ce petit montant qu'ils avaient au début. Vous l'aviez fait fructifier. Oui, que j'ai fait fructifier. Donc on est parti de 2 millions de dollars, on est arrivé à 9 millions et demi de dollars. Au bout de 3 mois, il restait encore 4 millions de dollars. De là, on a encore gagné 5 millions de dollars. Donc disons qu'il y a 14 millions et demi de dollars qui ont été investis là-dedans sans que j'ai dû ma poche. La légende est née, relayée par les médias les plus sérieux comme Le Monde ou le journal économique français L'Expansion. Van Rossem y apparaît comme le Wonder Boy de la bourse, l'homme qui peut multiplier les dollars avec son système monétron. Aujourd'hui, Bertrand Gachot et les propriétaires de l'écurie démentent formellement avoir jamais investi un franc chez Van Rossem ni gagné quoi que ce soit avec le monétron. Mais à l'époque, les médias voulaient croire aux contes de fées et mettaient leur sens critique en poche. Il faut dire que Van Rossem savait recevoir. Au moment où il y avait des courses, généralement, il faisait un cocktail aux environs de la course en question, que ce soit à Phoenix ou bien à Monaco, où il avait loué un yacht. Il avait loué un château aux environs du Mans et il faisait venir, grâce à des intermédiaires des sociétés de relations publiques, tout ce que la France, en l'occurrence, comptait de fortune. Et ceux qui venaient leur parlaient monétron. Qui venait parmi les Français? Il y a eu en tout cas Dominique Bouillon et Krasnianski. Les rois mages confient leurs dollars au dieu Van Rossem. Ainsi, le français Serge Krasnianski, le PDG de Kiss, le roi de la clé minute, investit des millions de dollars. Un autre français, Dominique Bouillon, roi de l'immobilier, fait le chemin d'Anvers pour offrir 19 500 000 dollars en francs belges, 600 millions. À Anvers, dans les bureaux de Monétron, c'est la ruée vers l'or. J'ai dû patienter de nombreuses reprises dans improvisé, où l'on rencontrait de tout. Des têtes connues, des têtes moins connues, des artistes, des riches, des pauvres, des commerçants, des employés, bref, qui n'a pas besoin d'argent? L'argent, appelant l'argent, personne n'est à l'abri de ce genre de besoin. Et là, on rencontrait de tout. Des artistes qui venaient vendre leur toile ou leur dernière œuvre, et ça s'empilait d'ailleurs dans un coin du bureau de Jean-Pierre Van Rossem, sans grande cohérence, il n'y avait pas de ligne de conduite, simplement, il s'était découvert subitement une carrière de mécène et il faisait ainsi plaisir. J'ai vu aussi prêter sur gage. Alors là, les gages, c'était n'importe quoi, c'était pire que le Mont-Piété. Et ces gens s'en retournaient en comptant leurs billets, plus heureux qu'ils n'étaient rentrés. Et il y avait une faune comme ça qui déambulait depuis très tôt le matin. Et les gens qui arrivaient là à 5 heures du matin. Un jour, j'ai eu un rendez-vous avec M. Van Rossem à l'aube. Eh bien, j'étais très surpris de ne pas être le premier. Au contraire, il y avait déjà une longue file. Et quand il est arrivé, il y avait déjà à peu près 1 heure de retard à combler parce qu'il était avant moi. Il y avait aussi des gens qui apportaient de l'argent à Van Rossem. Vous les avez vus? Oui, bien sûr, effectivement. Il était fréquent quand nous venions en chercher, que d'autres nous précédaient et qui venaient en apporter. C'est bien simple. Parfois, nous venions chercher l'argent que d'autres avant nous avaient apporté. Et ainsi, comme ça, sur ce bureau, il y avait une sorte de petit monticule d'argent, de différentes monnaies, préférence de l'argent suisse. Et Jean-Pierre Van Rossem, d'ailleurs, avait un système très facile pour compter ça à certains. Il est mesuré qu'une latte, ça allait beaucoup plus vite et on faisait confiance l'un et l'autre. Ça se passait comme ça d'ailleurs dans une très très bonne ambiance, très joyeuse. Mais lorsque vous fréquentiez Monétron à Anvers, vous avez vu dans l'antichambre de Van Rossem quelques grandes fortunes? Tout à fait, absolument. Là, j'ai été très étonné, je dirais, de voir des gens qui étaient effectivement parmi les grosses fortunes belges et qui étaient là dans une salle d'attente et il parlait ouvertement, qui n'avait pas du tout l'air gêné de s'y trouver, quoi, qui reconnaissait travailler avec Van Rossem. Par contre, du côté des agents de change, c'est là qu'il y avait de l'opposition. On disait, je n'ai jamais eu affaire à ce monsieur, je ne veux pas en entendre parler, tout est faux, c'est de la cavalerie, comment est-ce possible qu'on se laisse abuser comme ça?
c'était plutôt donc l'establishment financier qui s'opposait complètement à ce principe et son système. Et j'imagine effectivement qu'une partie de leur clientèle a dû le déserter pour aller chez Monetron. Je suis le seul qui refuse de dire à quelqu'un, voilà, vos sous, ça ne m'intéresse pas du tout. Même que ce soit 200, 300 millions de dollars, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'il me semble que vous êtes un fasciste et je ne travaille pas pour les fascistes. Moi, je trouve que quand il y a des moyens pour se faire de l'argent sans exploiter quelqu'un d'autre, c'est mieux que d'exploiter quelqu'un d'autre. Van Rossem a toujours dit qu'il ne prenait pas d'argent en dessous de 100 millions ou d'1 milliard. C'est vrai cela? C'est tout à fait faux. Je peux vous assurer que j'ai été le témoin de versements beaucoup que cela, et d'ailleurs j'en fais partie, donc tout argent était propre, était bon à prendre et servait à être réinvesti. Enfin, on connaît les suites de ces investissements, mais à ma connaissance, il n'y avait pas de plancher ni de plafond. 1990, c'est la consécration. Van Rossem est invité à l'université de Bruxelles, le temple du libre examen. Le licencié en économie, condamné dans le passé pour faillite et escroquerie, expose sa méthode devant une soixantaine de scientifiques curieux et de banquiers. Il est évident qu'il n'est pas possible de battre la bourse dans des ampleurs telles que les avançait M. Van Rossem systématiquement. Si l'on veut augmenter ses probabilités de gain de manière générale et en bourse en particulier, la seule solution, c'est de prendre du risque. Mais si on prend du risque, ça veut dire que si les choses tournent bien, on peut gagner beaucoup, mais si les choses tournent mal, on perd beaucoup. Le de l'Université catholique de Leuven a étudié de près le système Monetron. Lui aussi est pour le moins sceptique. Nou, op het eerste gezicht, als je het voor de eerste keer leest, dan zie je zeer veel referenties naar de moderne wetenschappelijke literatuur en komt het zeer betrouwbaar over. Maar als je dan wat dieper gaat kijken, dan zie je dat het systeem of het model niet voldoende getoetst is. Wat is belangrijk op dit gebied is niet dat je het verleden kunt verklaren, want dat kun je allemaal. Belangrijk is dat je de toekomst kunt voorspellen. En die stap wordt niet gezet in het boek. En sinds een tiental jaren is de enige toets die op dit gebied wordt aanvaard als een toets van dat je een systeem hebt, is dat je de toekomst kunt voorspellen. Qu'importe la réticence, ce qui compte pour Van Rossem, c'est d'avoir été reçu à l'université. Une prétendue caution dont il se servira pour attirer de nouveaux clients. Il y a chez tout être sensé un scepticisme face à ce système. Mais tout était fait pour vous rassurer. Il y avait une ambiance très particulière. D'abord, il y a le bagou de Jean-Pierre Van Rossem qui est célèbre. C'est un homme envoûtant, mais aussi un décorum. Il y avait des batteries d'ordinateurs, des jeunes tous plus sérieux les uns que les autres, des jeunes loups, comme on dit. Et ce système vous était expliqué avec des paramètres très compliqués, des données. Et finalement, toute cette incohérence apparaissait justement cohérente parce qu'elle était démontrée par quelqu'un de brillant, il faut le reconnaître. Juin 1990, Van Rossem savoure ses dernières heures de gloire. L'heure des comptes a sonné. Il lui faut tenir ses promesses, rembourser les capitaux, augmenter des intérêts faramineux, plusieurs milliards. Les chèques qu'il a donnés en garantie sont sans provision. Les plaintes affluent et c'est le crash. Il était, à mon sens, complètement submergé par les promesses auxquelles il devait faire face. Il n'a pas pu, pour la simple et bonne raison qu'à mon sens, le système Monetron n'a jamais existé que dans son imagination, n'a jamais existé dans les faits. Enfin, vous connaissez le système, on rembourse les intérêts par du capital prélevé ou capital frais qui vient d'être confié par de nouveaux investisseurs. Et puis un jour, le trou est trop gigantesque et on ne parvient plus à le combler. Mais moi, je n'en veux pas, Jean-Pierre Van Rossem, dans la mesure où nous sommes quelque part complices et chacun de nous, et que ce soit tous les investisseurs, même si chacun a de bonnes ou de mauvaises raisons de devoir investir, eh bien, nous avons tous investi dans un système extrêmement risqué et nous avons perdu. Eh bien, il faut pas s'en plaindre, il faut l'accepter comme tel.
Van Rossem abandonne sa Rolls et ses Ferrari pour le panier à salade. Et où est la Rolls? Elle était ici tantôt. Il le mène tout droit à la prison d'Anvers. En 1990, Van Rossem est inculpé de faux, de faillite frauduleuse, de chèques sans provision et d'escroquerie. Mais le gourou de la finance ne s'avoue pas vaincu. Vous ne m'avez pas dit l'autre jour que c'était du cinéma, votre truc là, hein? Ce n'est en fait qu'un ramassis de conneries. D'abord, d'où ce qui sort de ces Russes? Moi, je les ai jamais rencontrés. Et qu'est-ce qu'ils connaissent en l'économétrie, ce mec qui se prétend prof de nef, hein? Ces types-là n'ont rien d'autre à foutre que recopier des calculs sans intérêt et voudraient venir me faire la leçon? Non, mais c'est pas sérieux tout ça, hein? Espèce de vermisseau. Mais vous savez, ce n'est pas encore un acte. Hein. Moi, hein? Eh bien, pour moi, j'en termine ici, Godverdomme. Et d'ailleurs, je vous adresse plus la parole. Mais c'est quoi ici? La commission d'enquête, quoi, Godverdomme, zeg? Heel duidelijk in de vorige legislatuur, zeer duidelijk. Dus het begrotingstekort heeft teruggeschroefd van 13% naar ongeveer 8%. Wie zegt dat dat niet waar is, die weet er niks van. Ik constateer dat je doodgewoon geen Ik geloof dat oplossing je hebt. demagogie aan het verkopen bent, meneer Van. Bon, lees wat je wilt, met beerputwormen, wat dat die denken, dat laat mij vrij onverschillig. Maar ik laat je hier niet zo voortgaan. Je zit hier de hele zaal te bedotten. Hè. Après quelques semaines de détention préventive, Van Rossem sort de prison et se jette dans la campagne électorale. Son parti, le parti Rossem, est un rassemblement hétéroclite d'artistes, de féministes, d'ultralibéraux. Une nouvelle fois, les médias se l'arrachent. Il en profite pour justifier ses déboires financiers. Moi, j'étais tellement naïf de penser que c'était possible, en individu, en moi-même, Van Rossem, avec l'aide de personne, uniquement avec l'intelligence, que j'allais battre le marché. J'ai vu que j'étais pas assez requin, que j'étais un grand naïf, que j'étais un grand imbécile de faire tout ça. Et maintenant, j'ai le remords que j'ai perdu mon argent. Il paraît que je gérais entre 7 milliards et 12 milliards de dollars. Pour se donner une idée, ce que ça représente, il faut s'imaginer l'autoroute d'Ostende de Bruxelles, 3 bandes, et on va mettre partout un billet de 5 000 francs et on peut paver tous les autres. Il y aurait des embouteillages. Oui, mais c'était quand même pas mal pour se donner une idée. Oui. Quand on a tout ça, on peut manipuler n'importe quelle bourse. Pendant que j'achetais pour un client, je gagnais pour l'autre client quelque chose comme 2 millions de dollars tout de suite en 5 minutes. Et celui qui dit que ce n'est pas vrai, ou bien il ment, ou bien il ne connaît pas la bourse, ou bien il se croit pour Dieu le Père. Coup dur pour Van Rossem. Le parquet d'Anvers annonce qu'il n'a trouvé aucune preuve qu'un seul franc confié à Van Rossem ait été placé en bourse où que ce soit dans le monde. Le Moneytron, une chimère, les investissements du bluff, derrière cette porte blindée se trouvaient pourtant, selon Van Rossem, les ordinateurs qui pulvérisaient la bourse de New York. Derrière cette porte se trouvait le saint des saints, c'est-à-dire toutes les informations top secrètes, voire dangereuses, et qui conditionnaient les investissements du système Moneytron, à tel point que des investissements devaient être faits à tel jour et à telle heure, si ce n'est peut-être parfois la température de l'air extérieur qui influençait cet investissement, mais en tout cas c'était très précis, et toutes ces informations secrètes étaient derrière cette porte blindée, donc qui était chargée de protéger cette source très précieuse de données. Et vous avez su par après ce qu'il y avait derrière cette porte? Ah oui, tout à fait, parce que nous avons rencontré un jour des techniciens, et ce qu'il y avait derrière, on a dit mais strictement rien, il y a là un débarras, il y a des câbles électriques qui passent par là, mais il n'y a rien là derrière. Ruiné, ses clients et lui-même, ainsi que sa réputation dans les affaires, grâce à Jean-Pierre Van Rossem. Nouveau coup dur. Le 12 novembre dernier, dans une conférence de presse, des clients suisses traitent Van Rossem d'escroc. Preuve à l'appui. Ainsi, Éric Vuagna a investi le 1er janvier 1990 540 000 €. L'intérêt minimal promis par Van Rossem était de 40% sur 12 mois.
quand les contrats sont arrivés à échéance, c'est-à-dire j'ai été le trouver pour essayer de récupérer mon argent. Et puis j'ai été mené en bateau, si on peut dire, pendant 8 ou 9 mois. Et après j'ai pris conscience qu'ils nous racontent des belles histoires et qu'on n'arriverait jamais à récupérer notre argent. Est encore une victime qui se laisse promener par M. Jean-Pierre Van Rossem. L'autre plaignant, Eric Schmid. Il est patron d'une société immobilière suisse. Le 1er juin 90, Schmid verse 500 000 francs suisses à Van Rossem. Intérêt 24% après 7 mois. Schmid n'a reçu jusqu'à présent que des promesses. C'était toujours des promesses. Quel genre de promesses? Alors la promesse du mois de février, c'était qu'il était en train de vendre le système Monétron à des Japonais et qu'il aurait l'argent au plus tard à fin juin. Et les autres promesses? Il a parlé de ses problèmes, notamment de la succession de sa femme qui lui bloque 200 millions de francs suisses ou de dollars, je ne sais plus, en Suisse, à cause du décès de sa femme, qu'il s'est fait avoir dans une opération de Prudential Beach pour plus de 300 millions de dollars, mais que malgré tout ça, on n'avait aucun souci à se faire, qu'on allait être les premiers à être remboursés capital et intérêt. Et il est très convaincant. Qu'est-ce qui vous séduisait chez l'homme? Vous avez envie de lui faire confiance. Je ressortais du premier rendez-vous, j'étais convaincu que j'allais avoir mon argent un mois plus tard. Je ressortais du deuxième rendez-vous, j'étais toujours convaincu. Mais pourquoi? Comment expliquez-vous cela à froid maintenant? Il vous donne toujours des explications qui sont plausibles. Si vous ne les contrôlez pas, elles sont plausibles. Et c'est le problème. Je pense que pas beaucoup de gens vont contrôler. Il n'y a aucun système. Un Monétron, c'est un écran et que ce sont que des qui ont été calculés dès le départ pour détourner l'argent. Il fait partie d'une chaîne où plusieurs personnes rentrent en jeu et c'était très bien calculé. Monsieur Van Rossem, nous sommes en pleine campagne électorale et voilà qu'il y a une conférence de presse avec des gens qui se disent vos clients et qui vous traitent d'escrocs. Comment réagissez-vous à cela? C'est quand même incroyable que vous commencez à parler de cette histoire-là. Moi, j'ai porté plainte. Pour vous, pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi vous accuse-t-il? Moi, je n'ai pas envie de parler de tout ça. Moi, je pensais qu'on avait une interview sur la politique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Vous n'aimez pas qu'on parle de ça? Mais bon, si j'aurais su que c'était pour ça, pour faire des émissions de scandale, désolé, moi j'arrête. Voilà. Non, mais il faut être honnête. Il faut dire mes intentions, c'est ça ou ça. Si vous êtes ici pour monsieur dire. Le lendemain matin, Van Rossem était à nouveau arrêté. Et quelques semaines plus tard, le phénix renaît de ses cendres. Le député Van Rossem est relâché. En ik ga een persconferentie geven, vrijdag de 10e, waar dat ik alle details ga geven. Wat was de rol van de staatsveiligheid erin, wat was de rol van de minister erin, enzovoort. Sur les tueurs du Brabant, les Turcs politiques, le déficit budgétaire, Van Rossem est intarissable. Mais sur la réalité de ses investissements, c'est une autre histoire. Si je n'ai jamais investi à la bourse, comment il y a des banques qui viennent avec 5 milliards, avec 1 milliard, avec 2 milliards? Il faut être un peu réaliste, ils ne vont pas venir avec des sommes importantes si vous n'avez pas fait vos preuves. Vous êtes capable à faire quelque chose. Vous avez des preuves que vous avez investi en Mais bourse? vous êtes quoi? Vous êtes aussi de la commission vervolgingen, vous êtes onderzoeksrechter. Ici, c'est le Parlement ou quoi? Non, calmez-vous. Je pose des questions, c'est tout. C'est normal pour un journaliste. Mais oui, il y a des journalistes et des journalistes. Pourquoi vous ne posez pas ces mêmes questions à M. Heiskens? Il y a des questions très intéressantes à poser. Beaucoup plus intéressantes que ça. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Heiskens? Eh bien, vous allez savoir quand je donne ma conférence de presse le vendredi. Merci beaucoup. J'en ai marre de toutes ces questions. Je ne parle plus à vous, j'ai déjà dit, vous vous comportez comme un super juge d'instruction, je n'ai plus rien à foutre avec vous. Chaque fois, vous venez avec des mots doux, et oui, mais on est intéressé, dans votre cas, vous êtes juste intéressé par tout ce qui est
la sensation, et après vous allez dire, ah oui, mais c'est la presse qui a fait Van Rossem. Je n'ai encore rien dit sur vous. C'était un procès J'ai dit la d'intention. prochaine fois, j'ai dit, non, je ne parle plus avec vous. À Wall Street, à la bourse de Tokyo, de Francfort ou de Vancouver, Van Rossem est un illustre inconnu. Aucune trace d'un quelconque investissement. En revanche, la justice a découvert de curieux contrats avec une société américaine d'investissement, Prudential Beach. Des contrats mirobolants qui devaient rapporter du 36% sur 150 jours. Selon les contrats dont nous disposons, Krasniansky, le roi de la clé minute, a investi 5 millions de dollars. Charles Loos, administrateur d'une société contrôlée par la Credit Bank, 1 22 000 dollars. Eric Wittuk, président de la puissante RT Holding, 3 millions de dollars. En privé, Wittuk dément. Ce n'est pas lui mais ses amis qui auraient investi chez Van Rossem. Une chose est sûre, l'argent s'est envolé en fumée. Les contrats Prudential Beach proposés par Van Rossem sont des faux grossiers, imprimés sur de papier et en Belgique. Les vrais, les voici. Chez Prudential Beach à New York, Van Rossem connaît pas. Peu de clients ont déposé plainte contre Van Rossem, mais la plupart tentent par tous les moyens de récupérer leur argent. Rencontré Michel Vénaud, détective privé à Nice, qui représente des clients français de Strasbourg et quelques grosses fortunes belges. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos clients, nous dévoiler leurs noms? Non, les noms, c'est impossible. Mes clients m'ont autorisé à parler des sommes investies, mais non pas des noms et les sociétés ne doivent pas paraître. Pourquoi? Pour des raisons de tranquillité sur le territoire français et ne pas être embêtés apparemment par des journalistes ou la presse, ce qu'ils ont peur. Et les clients belges sont des clients importants, des gens fortunés? Des gens du belge. Du haut patronat belge. Ils ne tiennent pas à paraître? Ils ne tiennent pas à paraître. Pourquoi? C'est de l'argent propre? Oui, c'est de l'argent propre, mais c'est peut-être de l'argent, comment je pourrais dire, qu'ils ont oublié de déclarer au fisc belge et ils ne veulent pas, bien sûr, avoir de problème, hormis déjà les pertes qu'ils ont, avoir de problème avec le fisc belge. Et il y en avait pour beaucoup d'argent? Je représente, avec les 3 Belges, mais qui eux ne représentent pas un capital très important, 5... Perdu? Perdu, corps et bien. Que vous n'avez jamais retrouvé? Si, nous avons matérialisé que M. Van Rossem les avait bien encaissés. Nous avons la trace de l'argent, mais il est très difficile de prévoir une récupération. Le privé niçois a pisté l'argent de ses clients. Le plus souvent, les clients déposent des fonds sur les comptes de Van Rossem en Suisse ou à Luxembourg. L'argent est ensuite transféré dans des banques belges ou hollandaises, toujours sur des comptes appartenant à Van Rossem. Au bout de la chaîne, Van Rossem ou ses employés retirent l'argent des comptes en espèces. En réalité, les fonds ont été sortis par lui ou par ses acolytes et mis sur ses comptes personnels numériques dans la même banque ou dans d'autres banques. Je peux vous citer des cas très vite. Voilà, par exemple, le 4 janvier, un de mes clients verse 500 000 $. Le 5 janvier, il verse 2,5 millions de $. Le 11 janvier, il verse 9,5 millions de $. En même temps, M. Van Rossem fait transférer le 5 janvier 2,2 millions de dollars sur son compte 7910 dans la même banque. Le 5 janvier, il donne l'ordre de transfert de 3,8 millions à la banque Coge à Genève sur un compte, le compte 182 631, qui a été identifié comme un compte lui appartenant. Le 5 janvier encore, M. Van Rossem se présente avec un chèque donc de ce numéro 7920, le chèque 606 02 504, et se fait verser 18 600 000 francs français, c'est-à-dire 3 179 500 $.
qu'il récupère donc en espèces. Le 8 janvier, il fait virer 2 034 636 $ à la Banque Paribas à Bruxelles, donc sur son compte comment je pourrais dire, nominatif, puisqu'à Bruxelles, les comptes numériques n'existent pas. Le 11 janvier, un acte bancaire est rédigé en faveur de son pilote, M. Janssen, donc par la banque, où il lui verse 17 millions de francs belges, je pense, d'honoraires, ce monsieur étant pilote. Voilà à quoi servaient les fonds. Le 11 janvier encore, avec un chèque 606 02 508, il fait un paiement de 10 millions de francs belges à un monsieur Franken Kelsman, qui apparemment était un membre de son personnel. Voilà, et voilà comment sont sortis. Après, le 11 janvier 90, toujours, il retire 95 millions de francs belges en espèces, donc 2 573 676 $, qu'il prend en espèces pour ses besoins personnels. Voilà par exemple pour 3 virements de mes clients, comment les fonds ont été récupérés par ce monsieur. J'étais le seul anarchiste, parce que je suis anarchiste, au monde qui a raté d'avoir $1 milliard. J'ai raté de la moitié, je voulais arriver jusqu'à la moitié, puis j'ai tout perdu. Où est passé l'argent? L'écurie de Formule 1 a englouti des dizaines de millions. Le show Van Rossem a creusé un gouffre énorme avec ses dépenses folles, ses réceptions fastueuses, ses projets avortés d'hôtels de luxe. Van Rossem avait en plus une passion pour les Ferrari. Sa collection vaudrait plusieurs centaines de millions de francs belges. Van Rossem les donnait en garantie à certains clients qui plaçaient de l'argent chez lui. Aujourd'hui, la justice a saisi les bolides. Mais hélas pour les clients malheureux, Galatsi, une société fantôme panaméenne, revendique la propriété des voitures. Qui se cache derrière Galatsi? Van Rossem lui-même ou un groupe mystérieux? Walter de Bock, journaliste au Morgan, a reniflé quelques pistes. Oui, j'ai constaté qu'on évite soigneusement de sortir un nom et de coller un personnage bien précis. Siège au Panama, gestion de la société en Suisse. De toute façon, c'est la seule société qui semble avoir les vrais titres en tant que propriétaire des voitures, donc de la fortune à l'époque de Van Rossem. Et c'est Van Rossem lui-même qui a vendu ses voitures avec sa femme à cette société à Monaco. On évoque 2 noms, Krasnianski et Esten, mais ça reste un point d'interrogation, il n'y a pas de preuve formelle. Le 11 décembre dernier, la police perquisitionnait au domicile de Fernand Esten à Uccle. Depuis des mois, cet homme d'affaires essayait de convaincre les créanciers de Van Rossem de ne pas déposer plainte. Esten est un des personnages qui a été en contact avec Van Rossem, selon le témoignage des collaborateurs de Van Rossem. Il se rappelait ce monsieur qui arrivait en Rolls au quartier général de Monétron, qui semble bien avoir investi. Ça se pourrait que cet investissement a été effectué par le biais de Galatsi. Aujourd'hui, le détective Veno et certains clients abusés sont persuadés que Van Rossem avait des complices et que c'est eux qui tiraient vraiment les ficelles. Donc pour vous, l'argent se trouve quelque part. Oui. Vous avez une piste? C'est pour cela que j'ai déposé plainte contre Jean-Pierre Van Rossem et consorts. Parce qu'à mon avis, c'est une association de malfaiteurs. Et c'est là qu'il faut chercher. Et je crois que jusqu'à ce jour, personne n'avait fait cette démarche. Et vous pensez à qui comme complice? Les gens qui ont investi au départ de Monétron. Des gens qui voulaient faire quoi? Blanchir de l'argent noir, de revenus non déclarés, peut-être de l'argent de la drogue, j'irai pas jusque-là, mais tout simplement de l'argent noir, pour pouvoir mettre cet argent dans le circuit officiel. Aucune complicité n'est établie à ce jour. Parmi les premiers clients de Monétron, on trouve des noms connus du patronat flamand. Roland van den Aven, par exemple. Roland van den Aven entretenait des contacts
étroit et personnel avec Van Rossem. Pendant tout un temps, il a été même, je crois, un des premiers à entrer dans la danse dans le système Monétron. Pour des sommes qui dépassent finalement, après réinvestissement, le milliard. Selon ce document, les sommes investies chez Van Rossem rapportaient plus de 100% d'intérêt. 1 milliard devient 2 milliards par la grâce du Monétron. D'où viennent ces bénéfices? Il y a une hypothèse. C'est qu'il s'agit d'argent noir en partie. Et que tout le système Van Rossem aurait alors fonctionné comme une sorte de machine à laver pour blanchir des capitaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des gens fortunés peuvent mobiliser ce qu'on appelle des crédits de notoriété à bref délai, à court terme, éventuellement, dans leur comptabilité, indiquer que ces crédits, ils s'en sont servis pour investir en bourse par le biais de Van Rossem. Et si cette opération est fictive, on peut de toute façon, au niveau de la comptabilité, prétendre que ce bénéfice a rapporté gros, puisque Van Rossem, c'est le miracle en bourse, au moins en apparence. Le miracle, ça veut dire un bénéfice en 1 mois, 2, 3, 4 mois, de 20, de 30 et même de 40%. Selon cette hypothèse, Van Rossem n'aurait donc été qu'une marionnette et son Monétron une façade pour blanchir de l'argent noir. Triste Robin des Bois qui rend les riches encore plus riches. Mais à la fin de 89, l'affaire s'est gâtée, j'ai l'impression, parce que Van Rossem a fait appel à d'autres candidats, investisseurs qui, eux, je crois, ont vraiment été dupes et ont cru qu'il y avait un investissement réel. Et ces gens-là, à partir de la fin 89, ils ont investi et ils ont cru investir, il n'en était rien, l'argent est perdu. Le tout est de savoir si la justice s'occupe du fond du problème, de l'origine des capitaux, ou bien est-ce qu'elle se limite au phénomène Van Rossem? Parce que si on dépasse la façade et l'affiche qu'il y a Van Rossem dans ce dossier, on aboutit à un dossier qui est un dossier nouveau, qui est un dossier fiscal et purement financier, qui risque de bousculer des intérêts considérables. Aujourd'hui, Van Rossem met tout sur le compte d'un mystérieux groupe d'hommes d'affaires pour lesquels il travaillait. Si je révèle les noms, nous a-t-il confié, on me retrouvera avec une balle dans la tête. Il n'a pas l'air décidé, pourtant, à se laisser condamner tout seul. Dus ik word wel gedwongen van niks te zeggen, maar tot op de dag van het proces. Maar maak u geen zorgen, ik ben niet van plan van mij te laten veroordelen voor een ander. Als ik zie dat het toch veroordeling wordt, dan zal ik mijn mond niet meer houden. Dan mogen ze al dat geld houden en dat ga ik namen noemen. En dan denk je dat je een dossier hebt van schone namen, allemaal van heren. In 3-delig maatpakken. Even anders naar die rijke sloebers van toen en de rijke sloebers van nu. Het zijn juist dezelfde. Dezelfde haaien, dezelfde egoïsten, schraapzuchtigen. En ze hingen heel waarschijnlijk ook toen al over lijken. Om geld meer. De lijken staan er helaas niet op. En kunnen die op een nacht een keer komen toevoegen aan het doek. Oui,
Oui, bon, l'affaire, c'est pas trop mal. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens aient comprendre quelque chose dans tout ce blabla? C'est du bluff, tout ça. On n'a aucune preuve de ma culpabilité. Et je trouve ça un peu fort de parler d'un mec comme moi, hein, qui a fait la fortune d'un tas de gugus, alors qu'on pourrait en dire sur des Heiskens, Spitals, Mato, Hall, à part ou sur ces fascistes du Vlaamsblok. Mais ça, tu n'oserais pas, hein, petit scribouillard de Oui, province. monsieur Van Rossem. Crevette, parce que là, au moins, t'en aurais du sensationnalisme. Oui, d'accord. Bon, on en parlera plus tard de tout ça. C'est de la censure, tout ça. C'est incroyable, ce petit minable qui ose me traîner dans les égouts. Crevette fasciste, crapaud, vermicelle gestapiste, shérif, journaliste tant qu'on y est. Bon, si je peux en placer une, je voudrais remercier surtout Jacques Jossard et aussi le théâtre de marionnettes de la ville de Malines qui nous a prêté très gentiment Jean-Pierre Van Rossem et ses manipulateurs. Les dessins du reportage sont tirés de la BD de Jean-Pierre Van Rossem et Eric Meinen de Poon Packer, le ramasseur de pognon. Bonsoir à tous, à bientôt.